la rumeur d'un effondrement semble toujours lointaine jusqu'à ce qu'elle siffle à travers vos propres fenêtres. Au moment où Donald Trump griffonnait le décret d'avril, le monde qu'il cherchait à discipliner s'éloignait déjà. Sur les diffusions en direct, on pouvait voir des ministres européens cligner des yeux comme des boxeurs hébétés, des Canadiens baisser les volets le long du pont Ambassador, des soldats mexicains souder des barricades rudimentaires à San Isidro tandis que des journalistes applaudissaient en mandarin depuis des drones. Une semaine plus tard, les portails mondiaux de PayPal se figuaient comme des pièces de musée, et le lendemain, la première rupture de conduite de gaz transformait la silhouette crépusculaire de Chicago en une rangée vacillante de bougies funéraires. Sarah Collins ressentait chaque tremblement dans l'aile pédiatrique de ce qui était autrefois le Detroit Mercy Hospital. Âgée de 27 ans, elle était infirmière spécialisée en traumatologie et portait un stéthoscope dans une poche et l'inhalateur de son fils Milo, âgé de 4 ans, dans l'autre. Avant que l'hyperinflation ne dévore chaque chiffre sur les écrans de la pharmacie, elle faisait confiance au rythme régulier des livraisons des camions CVS, bouteilles d'oxygène, injecteurs d'épinéphrine, médicaments antiépileptiques dont Milo avait besoin depuis sa naissance. Désormais, le logo CVS n'était plus qu'une feuille de vinyle déchirée flottant au vent au-dessus d'un quai de chargement vide. À la fin de son service, Sarah récupéra une demi-douzaine de packs Tesla Powerwall mis au rebut, les fixa au générateur défaillant du service et murmura une prière vaine pour que les promesses lointaines d'Elon Musk en direct « Nous enverrons des patins de superchargeurs dans tous les grands hôpitaux » ne soient pas que de la poudre aux yeux sur une bande passante en déclin. Au centre-ville, la vie avait déjà pris une forme plus svelte et plus cruelle. Les Cadillac Escalade, autrefois loués par des voyageurs d'affaires, sillonnaient désormais les rues en convoi de seigneurs de guerre, leurs vitres arrière recouvertes d'acier blindé découpées dans des toits de bureaux éventrés. Les berlines BMW, construites pour une précision germanique, roulaient sur les boulevards défoncés comme des taxis-ambulances, traînant des tiges à perfusion à travers des toits ouvrants brisés. Des enfants des rues, vêtus de sweats à capuche Nike contrefaits, changeaient rapidement de batterie sous l'enseigne rouillée Louis Vuitton qui pendait au-dessus de Woodward Avenue tel un lustre brisé. Les zéros électroniques des étagères à whisky s'évaporaient plus vite que l'alcool lui-même, une flasque d'un demi-litre de Jack Daniels permettait de faire 2 jours de course, mais les courses étaient devenues un mythe, une histoire que les parents racontaient pour calmer les bambins affamés au crépuscule. Chaque soir, Sarah se réfugiait dans l'étroit appartement qu'elle partageait autrefois avec Milo et son mari de 20, enrôlés dans un détachement de la garde nationale quelque part près des lignes ferroviaires incendiées de l'Ohio. Les lumières de l'appartement clignotaient grâce au courant de contrebande provenant de lampadaires abandonnés. Elle parcourait les chaînes cryptées du quartier, à la recherche de la marchandise qui signifiait désormais la vie ou la mort, les cartouches d'albutérol. Chaque fil de discussion ressemblait à une demande de rançon. J'échange une boîte de lait maternisé contre 2 flacons d'insuline. Besoin d'antiépileptiques? Je changerai de convertisseur solaire. Mais au fil des semaines, même les wagons de ravitaillement de contrebande cessèrent d'arriver, les flottilles du nouvel axe avaient cousu un cordon d'acier autour du continent, étouffant tous les ports, de Boston à Long Beach. Par une aube bruineuse, un Tesla semi, peinture brûlée et logo noirci, s'approcha en grondant du quai de chargement de Mercy. Son conducteur solitaire, un gamin dégingandé avec des protections auditives John Deere en guise d'écouteur, glissa une tablette de données dans la main tachée de gants de Sarah. Manifeste, 6 palettes de vaccins périmés, 2 caisses de solutions salinées, miracle, 20 boîtes de propulseurs pour respirateurs, albutérol compris. En gras, quelqu'un avait griffonné, convoi de volontaires du dernier kilomètre manifeste Delta de Phoenix. Le gamin esquissa un sourire nerveux, conduisez prudemment, madame. Les milices frontalières tirent en premier ces jours-ci. Puis il disparut, ses pneus hurlant vers l'ouest, en direction de la bretelle d'accès défoncée de l'île 94. Sarah fit l'inventaire de la cargaison dans le hall sombre de la pharmacie. Les vaccins étaient inutiles, leur liquide de refroidissement décongelé depuis longtemps, mais les inhalateurs valaient de l'or. Et pourtant, 20 boîtes signifiaient peut-être 3 semaines pour les enfants sifflants de la ville. Elle imaginait la poitrine de Milo qui cherchait de l'air et savait qu'attendre le prochain camion miracle était une aspiration mortelle. Si les enfants de Détroit voulaient respirer jusqu'en juin, les médicaments devaient être acheminés par des personnes plus soucieuses de leur bien-être que les politiciens. Ce soir-là, elle se retrouva dans ce qui était autrefois un showroom Cadillac, devenu le quartier général clandestin des 8 Mile Mechanics, une tribu éclectique d'anciens chauffeurs de VTC, de routiers syndiqués et de pilotes de course de rue qui avaient démonté les voitures électriques jusqu'à leur squelette en cuivre et les avaient reconstruites en hybride mutant, panneaux de toit en peau solaire, batteries BMW récupérées, panneaux latéraux recouverts de Kevlar récupérés sur des voitures de police abandonnées. Ils parlaient en acronyme SOC, courbe de couple,
Fuite thermique et il parlait vite, car des brigades de couvre-feu rôdaient la nuit derrière des boucliers en polycarbonate. Sarah posa l'étui de l'inhalateur sur une table à plan taché d'huile. « J'ai 20 boîtes, dit-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne l'était. C'est suffisant pour 100 enfants pendant 3 semaines. J'en ai besoin à Cleveland, Indianapolis, Louisville, et ici avant la prochaine vague de chaleur. » Elle poussa un jeton de rationnement estampillé d'une feuille d'érable sur la table, un geste symbolique étant donné que la frontière canadienne était hermétiquement fermée. « Ce qui me manque, poursuivit-elle, c'est une route. Les routes sont de l'histoire ancienne, murmura Jacques Porter, un ingénieur trapu au tatouage de citrouille-lanterne enroulé autour du cou. Les ponts sont minés. La rivière Ohio est surveillée 24h24 et 7h7 par des drones. Impossible de distancer les satellites. Sarah montre la carte. Les satellites ne voient pas le sous-sol. Les égouts pluviaux, les lits de canaux asséchés et les galeries de service existent toujours. Nous les regroupons en un seul pipeline et avançons plus vite que ce que les capteurs peuvent prédire. Pipeline. Jacques roula le mot sur sa langue comme du bourbon. Comment appelles-tu cette opération? Un couloir pour les vivants, dit-elle, surprise par la conviction qui résonnait dans sa poitrine. Mais il ne survivra pas sans Roe. Un silence s'installa dans le bunker des mécaniciens. Puis un léger sourire éclaira le visage de Jacques. J'ai 2 escalades modernisées avec moyeux silencieux et renforts solaires. Le problème, c'est l'électricité, les batteries se déchargent après 200 clics. On échange nos paquets tous les 100 ans, répondit Sarah. On cache des stations dans des centres de données PayPal abandonnés, ils ont encore des panneaux solaires de secours. 2 heures maximum par arrêt. On part au crépuscule, on s'abrite à l'aube, on n'illumine jamais le ciel. Des disputes éclatèrent logistiques, postes de garde, gangs pétroliers, rumeurs selon laquelle des escadrons de reconnaissance russes avaient débarqué près d'Érié avec des aéroglisseurs hybrides. Mais à minuit, le schéma émergea, un 8 en boucle qui contournait les barrages routiers officiels par des grilles de drainage et des tranchées ferroviaires, se ravitaillant grâce à des mégapacks Tesla récupérés, gardés par des pasteurs et d'anciens enseignants bienveillants. Chaque planque était marquée d'un code grossier à la bombe, la main ouverte d'un enfant. En 24 heures, les mécaniciens soudèrent les paniers de toit, renforcèrent les boîtiers de batterie et pulvérisèrent de la cendre mate sur toutes les surfaces réfléchissantes. Sarah trouva une réserve de ponchos Nike anti-humidité et de sacs de voyage Louis Vuitton d'un luxe absurde mais cousus de fil par balle. Ils les bourrèrent de gaz, d'antiviraux et d'aiguilles chirurgicales. Lorsque Jacques tendit à Sarah une flasque de Jack Daniels cabossée, pour les nerfs, elle secoua la tête, puis la glissa quand même dans la console. Le feu avait son utilité. Un jeudi sous la brume lunaire, le convoi s'est mis en route, 2 Cadillac fantômes planaient à côté d'une BMW 9 éventrée reconvertie en brouilleur de communication, et une moto mitraillette dont le conducteur portait une visière Oculus piratée qui diffusait des images thermiques des toits devant lui. Sarah était assise en tête de l'escalade, le stéthoscope enroulé comme un serpent argenté sur sa poitrine, l'inhalateur de Milo pressé contre sa paume. Les lumières du périmètre de la ville tremblaient dans leur agonie derrière elle. Elle murmura à personne, « Attends, ma puce. Maman apporte l'air. » La première étape s'enfonça sous les vestiges envahis par la végétation de l'île 75, la chaussée se déforma comme des plaques tectoniques, puis plongea dans un canal oublié longeant la rivière Momé. Des ombres de branches d'arbres vacillèrent sur leur pare-brise, quelque part au-dessus, des drones bourdonnèrent comme des éclairs lointains. À la sortie de Toledo, un magasin CVS abandonné les accueillit avec des lettres néons à moitié vivantes VAO clignotant dans l'obscurité humide. À l'intérieur, des pillards avaient vidé la plupart des rayons, mais un robot de sécurité solitaire patrouillait encore, crachotant d'anciens slogans d'entreprise. Le convoi passa en fantôme, les moteurs chuchotant, et Sarah ressentit la vague surréaliste de la nostalgie du consommateur, des panneaux publicitaires pour du shampoing et de la crème solaire, tandis que la République elle-même se décollait comme un stratifié bon marché. Vers minuit, ils atteignirent le premier point de cache, un bunker de redondance PayPal creusé dans une falaise calcaire. Des panneaux solaires encore inclinés vers un faible clair de lune, alimentaient lentement les mégapacks Tesla. L'équipe de Jacques effectua le changement de batterie avec une précision digne d'une équipe de ravitaillement, Sarah recalibra les boîtiers de liquide de refroidissement et scella triplement les caisses d'inhalateurs. Les éclaireurs avancés ne signalèrent aucune signature thermique dans un rayon de 5 km. Pourtant, juste au moment où il remontait à bord, le visage de Milo apparut sur le poignet fissuré de Sarah, Devin avait trouvé un moyen de la contacter via un relais de téléphone satellite militaire.
Une seule ligne fut transmise avant que le signal ne soit détruit. Attendez, couloir sud dangereux, aucune lumière au sud de Mansfield, je vous embrasse tous les deux. Elle ravala sa peur et composa le code rapide, en mission. À la maison. Elle ne saurait jamais si le message avait quitté la Terre. À l'aube grise, le convoi s'enfonça dans les entrailles rurales de l'Ohio, où les champs de maïs étaient devenus des mers de ronces et où les fermes arboraient des drapeaux improvisés, blanc pour la neutralité, rouge pour l'aide, noir pour l'éloignement. Sarah contemplait les granges affaissées et se demandait combien d'autres mères écoutaient leurs enfants siffler tandis que les radios de campagne crépitaient, annonçant des trains blindés roulant vers l'est sous les drapeaux russes. Quelque part au loin, de l'autre côté de l'Atlantique, des diplomates marchandaient des lignes de siège tracées sur des serviettes tachées d'expresso. Ici, la survie dépendait d'une carte tachée de graisse et d'une demi-douzaine de mécaniciens qui croyaient aux promesses d'une femme. En milieu de matinée, la BMW brouilleuse détecta une pointe de bavardage crypté ou des blocs de fréquences attribués à des sous-traitants privés de PMC, dont on disait qu'ils surveillaient les pipelines de Columbia Gas. Le convoi fit un détour par une route panoramique abandonnée, les racines des chênes déchirant l'asphalte comme des doigts arthritiques. Le chant des oiseaux emplissait l'habitacle, d'une banalité choquante. Puis, dans le rétroviseur, Sarah vit la moto arrière accélérer latéralement, son pilote déposant un arc Molotov sur les genoux d'un rover blindé au sommet de la colline. Des flammes jaillirent, la tourelle du rover toussa de frustration, l'électronique aveuglée. Le pouls battant, Sarah pivota en avant tandis que la poussière enveloppait leur convoi, les moteurs s'engouffrant dans le silence d'une piste forestière. Quand la poussière se dissipa, le rover était immobilisé sur la route, trappe ouverte, les mercenaires dispersés, inconscients. L'un d'eux serrait un écusson en relief, un aigle argenté sous une couronne d'entreprise. Sécurité privée, pas de drapeau, pas d'allégeance. Sarah ne ressentait aucun triomphe, seulement la douleur sourde de l'accélération. À chaque kilomètre parcouru, la guerre derrière eux se multipliait comme des têtes d'hydre. Elle repensa à Milo endormi sous les rideaux occultants fournis par la ville, le moniteur d'air clignotant en jaune, sa petite poitrine se soulevant par un crément fragile, gagné par le temps emprunté. Au crépuscule, ils franchirent la frontière de l'Indiana sous un chevalet aux coutures rouillées, se faufilant dans un tunnel de kudzu où des insectes chantaient des berceuses électroniques. Le niveau des batteries atteignit un niveau critique, mais plus loin se trouvait une concession Tesla à moitié effondrée, dont la rumeur disait qu'elle abritait un prédicateur qui stockait des cellules énergétiques avec un zèle missionnaire. S'il l'atteignait, Louisville serait à portée de main, et de là, Sarah pourrait faire une boucle vers le nord avec des inhalateurs neufs avant que les réserves de Milo, déjà en baisse, n'atteignent leur point le plus bas. S'ils échouaient, le corridor deviendrait une autre rumeur perdue, un murmure courageux englouti par la panne continentale. Tandis que les étoiles s'allumaient dans le ciel couleur d'échappement, Sarah saisit le volant, sentit le tremblement d'un monde réécrivant ses règles sous ses pneus et continua sa route. Le tunnel de kudzu projeta le convoi sur une route de desserte qui ressemblait à la langue fêlée d'une bête antique, et pendant 10 secondes, Sarah retira son souffle et crut qu'il pourrait simplement parcourir les 3 derniers kilomètres jusqu'au refuge du pasteur. Puis le ciel vacilla à la brève pulsation jaune acide d'un laser de champ de bataille balayant à basse altitude. Quelque part au-dessus, un opérateur de drone signala l'anomalie de 3 Cadillacs silencieuses filant le long d'un couloir que les satellites indiquaient comme « impraticable ». Un second éclair scinda l'asphalte à 15 mètres devant, gravant une ponctuation fondue dans la nuit. Les moteurs électriques hurlèrent, la BMW brouilleuse largua sa charge utile de falsification de bandes comme de la paille, et le monde se brouilla. Jax fit un tête-à-queue avec l'escalade de tête, contournant un panneau d'affichage renversé dont le vinyle décollé promettait encore « Vivez l'avenir, Cadillac lyrique ». Sarah s'écrasa l'épaule contre la portière lorsque le SUV percuta une souche de borne incendie, projetant des étincelles. Derrière eux, le second escalade pivota, ses pneus à picots métalliques mâchant le gravier, tandis que la voiture de communication accélérait dans un sprint sacrificiel, élargissant le cône de visée du drone. Dans sa poitrine, Sarah entendait les respirations rapides et fines de Milo, mi-souvenir, mi-présage. Elle se força à respirer plus lentement, à réfléchir plus clairement. Ils trouvèrent le prédicateur dans la carcasse du showroom Tesla, exactement là où la rumeur le prédisait, agenouillé devant un compresseur, les paumes pressées contre le plastique comme sur un autel. Une lueur fanatique dansait dans ses yeux à un mélange de lumière lithium et de foi pure et obstinée. Des rangées de carcasses de modèle Y formaient des bancs, leurs capuches relevées comme des bouches suppliantes. Il se leva à l'arrivée des Cadillacs, son manteau s'évasant pour révéler un col clérical cousu à partir d'une écharpe Louis Vuitton déchirée. « Bienvenue au livre de la charge », entonna Théil, puis,
Voyant les pare-chocs creusés par les balles, il changea de ton. Les aveux plus tard. Les piles d'abord. Pendant que les mécaniciens échangeaient leurs paquets vides contre des briques Powerwall empilées en 3, Sarah se précipita vers l'arrière-bureau du pasteur, devenu un coin de triage éclairé par des lanternes en forme de bouteilles de whisky. 4 patients étaient allongés sur des lits de fortune, une femme enceinte se griffant le ventre pour obtenir de la morphine, un vétérinaire gériatrique fredonnant un hymne faux, 2 adolescents de la ferme bandés jusqu'aux sourcils après une explosion dans un silo à grains. Il leur fallait plus que de l'albutérol, mais ce soir-là, c'était de l'albutérol qu'elle avait. Elle ignora la brûlure de ses propres muscles et dosa les inhalateurs, vérifia les poux, scotcha de la gaz. Au-dessus de nos têtes, des drones d'artillerie rôdaient toujours. Le prédicateur actionna un écran tactile dissimulé sous sa chair. Sur un écran en tôle ondulée apparut une mosaïque hexagonale du Midwest, illuminée par des cercles rouges clignotants. Un groupe de pirates se fait appeler la Force de Restauration de la Liberté ou des mercenaires engagés par quiconque peut encore payer en crypto-monnaie. Il tapota une tache cramoisie glissant vers le sud depuis Indianapolis. Ils ont piraté de vieux coffres-forts PayPal, pillant les comptes des morts. Ils veulent vos médicaments. Encore PayPal, pensa Sarah avec amertume. Même les cadavres ne pouvaient pas fermer leur portefeuille. Pouvez-vous utiliser Starlink, demanda-t-elle. Besoin de données météo, de trafic de drones, de quoi que ce soit. Il étendit les bras, impuissant. Les oiseaux d'Elon sont bloqués par les filets aériens russes au-dessus de Chicago. Nous naviguons à l'aveugle. Continuez quand même, faillit-elle dire, mais le vrombissement des moteurs annonça que l'échange était terminé. Dehors, Jax faisait recharger les cartons par les équipes, les superposant sous des bâches teintées de la même couleur que les saletés de l'autoroute. Sarah serra la main rugueuse du pasteur dans la sienne, laissa 3 inhalateurs derrière elle et courut vers la voiture. De la vapeur s'échappait des compresseurs comme de l'encens tandis que le convoi regagnait le purgatoire. Ils empruntèrent la rocade sud autour de Louisville, car les ponts du centre-ville étaient minés et les recoins du comté d'Oldham étaient devenus un terrain de guerre. À l'aube, ils s'enfoncèrent dans l'ombre d'une carrière de calcaire, moteur coupé, en approche finale à pied. La silhouette de Louisville, un électrocardiogramme déchiqueté de tours à moitié éclairées scintillait sur l'Ohio tel un mirage. Ils traverseraient sous la ville par un tunnel de fret oublié dont Jax avait volé les plans sur les serveurs de la bibliothèque du Congrès des mois avant le shutdown. Mais d'abord, les gardes. 2 d'entre eux, des hommes maigres comme des clous, vêtus de combinaisons de service BMW rapiécées, se prélassaient contre un poste de contrôle improvisé. Leurs fusils étaient des M4 d'époque, mais le grillage anti-mine qui les entourait était d'une modernité déconcertante. Sarah s'avança, son stéthoscope brillant comme un badge. Des médicaments pédiatriques, dit-elle d'une voix forte. On les échange contre du diesel, des panneaux solaires, tout ce qui fait tourner les roues. Le petit garde cracha. On ne fait pas de prière. Elle sortit la flasque de Jack Daniels, ouvrit le bouchon et laissa le parfum boisé se répandre dans l'air humide. Même à 5 pas, elle pouvait voir les pupilles de l'homme se contracter. Le troc était la langue, le whisky, la grammaire. Avant qu'il puisse répondre, un bruit sourd de piston résonna au bord de la carrière et une fusée éclairante blanche jaillit au-dessus de sa tête, illuminant tout d'une lumière chirurgicale. Pas des drones cette fois, mais des éclaireurs de mortier. Les événements s'accélérèrent et devinrent chaotiques. Le garde le plus imposant tira frénétiquement vers la falaise, les mines grésillèrent, et Sarah plongea, sentant le gravier lui arracher la peau à travers son jean. Les mécaniciens de Jax ouvrirent un tir de suppression avec des canons à bobines de fabrication artisanale. Une mine explosa dans un geyser de terre et d'os. Des éclats d'obus sifflèrent à son oreille. L'espace d'un instant, Sarah regarda le corps presque décapité du petit garde s'affaisser, la flasque toujours serrée entre ses doigts, instantanément relâchée. Le Jack Daniels s'évapora dans la poussière comme une absolution gaspillée. La fusée s'éteignit. Le silence revint, brisé et résonnant. Jax la remit debout. On bouge maintenant ou on ne bouge jamais. Ils écartèrent le poste de garde, désamorcèrent les mines restantes à grands coups de cisaille, et entonnèrent les Cadillacs dans le gouffre béant du tunnel de fret. Le béton les engloutit dans une obscurité humide, l'eau ruisselait des stalactites tel un métronome comptant les dernières mesures du vieux monde. Sur le siège passager, Sarah s'affala, l'adrénaline épuisée, murmurant une cadence de « toujours vivant, toujours vivant ». Elle pouvait presque sentir le parfum de l'inhalateur de Milo sur sa langue, une fraîcheur fantomatique et salvatrice. La ville souterraine de Louisville donnait l'impression de pénétrer dans le squelette de quelqu'un d'autre.
Des sous-sols reliés à des catacombes de chaudières, elles-mêmes reliées à des caniveaux d'orage suffisamment grands pour résonner des sermons entiers. Ils suivirent des flèches à la peinture délavée, un guide oublié du réseau des sans-abri jusqu'à une rampe de maintenance qui montait vers l'hôpital universitaire. La lumière du soleil la transperçait, lame verticale. Ils émergèrent au milieu d'ambulances brisées et de brancards renversés. Les médecins les accueillirent, les yeux creux. La moitié du service pédiatrique s'était réinstallé dans des parkings où des monte-voitures faisaient également office de support à perfusion. Lorsque Sarah ouvrit la première caisse, un son s'éleva, un cœur déchiré de soulagement, de chagrin, d'incrédulité. Elle passa d'un lit à l'autre, pressant des inhalateurs dans ses poings minuscules, écoutant des poumons rauques bégayer puis se calmer. Le sifflement clair des médicaments fendit l'air lourd de l'hôpital comme le chant des oiseaux revenant dans une forêt bombardée. Pendant qu'elle travaillait, Jacques organisait les recharges. Le réseau d'héliostats de l'hôpital suivait toujours le soleil grâce à un vieux micro-logiciel Tesla qui ignorait les certificats gouvernementaux défectueux. Les panneaux scintillaient et les batteries se déchargeaient. Pourtant, des rumeurs circulaient, des éclaireurs de la force de restauration de la liberté avaient suivi le tir de mortier, balayant la rocade à bord de Ford Raptors blindés équipés de lunettes infrarouges, les unités de police BMW désertant pour se procurer le moindre salaire. Le temps, comme toujours, était l'ennemi. À la tombée de la nuit, ils déchargèrent les dernières fournitures de Louisville. Le personnel hospitalier leur offrit 2 caisses d'antibiotiques en échange, ainsi qu'un mince disque dur, la télémétrie sur les foyers de choléra émergeant le long du Mississippi. Saint-Louis est en proie à la dysenterie, avertit un médecin. Conservez ces fichiers en lieu sûr. Si une autorité centrale refait surface, ces données seront précieuses. Autorité centrale, pensa Sarah, observant le dôme fracturé du Capitole sur un téléviseur en sourdine, dans un couloir, qui rediffusait des images d'archives de l'investiture de Donald Trump, la foule en liesse, les chapeaux rouges flottant comme des globules rouges dans une rivière en furie. Il continuait de prononcer des discours depuis l'aile ouest barricadée, promettant la victoire sur les droits de douane, tandis que la nation se réduisait à un murmure. Son visage paraissait plus âgé, affaissé sous le maquillage numérique, mais sa voix résonnait avec la même assurance. Elle éteignit l'appareil. Ils ont roulé sous le couvert des nuages orageux. Prochain objectif, Indianapolis, une large boucle vers le nord pour atteindre les derniers refuges avant de rentrer. Les conversations Bluetooth étaient frénétiques ce soir-là. Quelqu'un a prétendu qu'Elon Musk avait lancé des dirigeables de secours équipés de micro-réseaux solaires depuis un site secret de Basse-Californie, un autre a affirmé que Musk avait été arrêté après la défection de Tesla Shanghai à Pékin. La vérité ne survivait jamais au-delà d'un seul comté ces temps-ci. Sarah l'a classé dans le bruit de fond. Dans l'escalade arrière du convoi, un nouveau passager était assis à côté de lui, frère Thomas, le prédicateur Tesla, appelé par ses propres convictions à exercer son ministère tout au long du trajet. Il serrait contre lui une Bible King James abîmée dont les marges étaient couvertes de schémas solaires. Il parlait rarement, mais lorsqu'il traversait des étendues d'obscurité totale, il chantait des hymnes doux qui résonnaient dans l'habitacle du SUV jusqu'à donner l'impression d'un souffle chaud sur une peau froide. Les terres agricoles de l'Indiana se déployaient sous les éclairs d'orage. Des sirènes au loin, ou peut-être des lots. La signalisation routière avait été transformée en propagande, portez votre chapeau ou mourrez des fins, peinte à la bombe en police d'écriture alt-right. En dessous, un courageux avait griffonné un contre-slogan avec des virgules Nike, courez. Sarah sentit un goût de fer dans sa bouche, réalisant qu'elle s'était mordu la lèvre en pensant à Milo. Elle l'avait laissé chez l'infirmière Ortega à Détroit, le générateur ronronnant, une seule Tesla Powerwall entre lui et la nuit étouffante. 48 heures, avait prévenu Ortega. Peut-être 66 le rationnait. Sarah vérifia le chronomètre. 31 heures s'étaient écoulées. Elle avait besoin d'être bien plus près de chez elle qu'elle ne l'était. Le plan du corridor prévoyait ensuite Cleveland, mais les interférences satellites ont obligé à revoir les calculs. Il couperait en diagonale vers le nord-est, longeant des parcs d'État où la canopée dissimulait des signatures thermiques, puis ferait un bond en avant des caches de recharge jusqu'à Napoléon, dans l'Ohio, où une ferme de serveurs PayPal désaffectée était censée encore fonctionner avec une batterie de secours. De là, direction Détroit, un dernier sprint. Ils atteignirent la moitié du chemin vers Muncie avant que la pluie ne commence, de grosses gouttes granuleuses, imprégnées de cendres industrielles, balayées vers l'est par des anomalies du courant jet. La visibilité se réduisit à zéro. Jacques réduisit les gaz, mais l'aquaplanage envoya la Cadillac arrière déraper latéralement, s'écrasant dans un semi-remorque en portefeuille. Le métal hurla, des caisses d'antibiotiques explosèrent sur le tarmac comme des dés.
La tête de Sarah heurta le tableau de bord, des étoiles jaillirent derrière ses yeux, puis l'obscurité se referma sur elle-même, comptant jusqu'à 5. Elle se réveilla au son du chant de frère Thomas, la Bible pressée contre son front comme une pierre froide. Dehors, Jax et 2 mécaniciens récupéraient ce qui restait tandis que les quadricoptères bourdonnaient au-dessus de leur tête, leurs projecteurs zébrant l'asphalte flasque. Pas les nôtres, réalisa Sarah, les mercenaires de Liberty. Ils avaient enfin triangulé la signature du canon à bobine des échanges de tirs dans la carrière. L'escalade arrière étant paralysée, le convoi s'était réduit à 2 véhicules ou un changement de batterie en moins pour Napoléon. Débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas essentiel, ordonna Sarah d'une voix rauque. Médicaments, blocs d'alimentation, armes. On charge la voiture de tête et le brouilleur. On roule jusqu'à ce que les roues pourrissent. Jax hocha la tête et se mit au travail. Ils abandonnèrent sièges, panneaux de porte et même tapis de sol. Les sacs Louis Vuitton furent les derniers robustes mais lourds. Frère Thomas hésita, puis arracha les patchs élevés de son manteau et jeta le reste au feu de joie. Le luxe n'avait pas sa place dans le couloir ce soir-là. La pluie s'est calmée avant l'aube, laissant sur le monde une odeur de circuit humide. Ils ont poussé vers le nord, consommant des kilowatts, faisant taire chaque bip électronique. Sarah gardait un œil sur le chronomètre de Milo, 37h38. Sa peau vibrait de caféine et de peur. À 1 heure de Napoléon, le brouilleur s'éteignit dans un léger gémissement et les batteries étaient à plat. Quelques instants plus tard, un drone aérien les braqua, les éclairant comme des artistes. Une salve de fléchettes en tungstène rongea la route. Jax vira de bord, heurta une glissière de sécurité et creva un pneu. L'élan les fit déraper dans un champ de soja, les tiges claquant contre le pare-brise dans une frénésie verte. Sarah serra l'inhalateur de Milo entre ses dents et hurla « Arrête !» Ils s'immobilisèrent brutalement au bout de 18 rangées. Les rotors des drones sifflaient au-dessus de leur tête, les projecteurs scrutant la situation pour confirmer la mort. Jax ouvrit le capot, arracha une bobine de cuivre et la coinça contre les bornes de la batterie. La voiture s'éteignit complètement, en plus aucune signature thermique. Dans le silence soudain, l'eau de pluie ruissela de tige en tige, comme des applaudissements étouffés. Le projecteur balaya à nouveau son champ de vision, s'attarda, puis reprit sa route. Quelques minutes plus tard, le drone dérivait vers l'ouest, s'ennuyant ou cherchant ailleurs. Sarah expira. Jax rebrancha la bobine et rétablit une puissance minimale. Portée estimée, 50 000. Napoléon était à 28. Ils s'engagèrent péniblement sur une route départementale tandis que la première tache de graphite de l'aube bordait l'horizon. Les fermes défilaient comme des fantômes. Enfin, le centre PayPal, un monolithe de verre réfléchissant à moitié brisé, son logo brûlé en graffitis illisibles. Pourtant, à l'intérieur, les LED de secours clignotaient encore faiblement. Des piles à hydrogène de secours, intactes car personne ne se souvenait comment pirater les anciennes serrures à double verrouillage. Jax se souvenait. En quelques minutes, les racks bourdonnaient, les écrans des Cadillacs brillaient et l'onduleur alimentait les électrons comme une rivière assoiffée. Sarah se tenait dans l'atrium, au milieu du doux bourdonnement bleu, et s'autorisa 60 secondes de silence. Elle envoya un message à l'infirmière Ortega, 10 heures d'attente. Laissez-le respirer, aucune réponse ne vint, mais le message passa au vert, délivré. L'espoir, cette chose stupide et têtue, vacilla à nouveau. Les batteries chargées à ras-bord, ils réglèrent le système de navigation, désormais déconnecté des satellites, mais la centrale inertielle locale fonctionnait toujours. Détroit, 300 km. Ils rouleraient sans interruption, ne faisant le plein que si une unité de stockage miracle apparaissait au bord de la route. Un seul raté, un seul barrage, et Milo compterait seul ses derniers souffles. Sarah monta dans l'escalade, posa la flasque de Jack Daniels désormais vidée de son whisky et remplie d'éthanol stérilisant à côté d'elle et serra la ceinture. Frère Thomas glissa des pages de la Bible dans le pare-soleil, des versets sur les chars de feu et les roues dans les roues. Jax enclencha le système de conduite silencieuse. La Cadillac roula en avant, phares éteints, une prière métallique murmurait sur l'asphalte. La route du lac Pontiac se déroulait devant eux comme une berceuse à moitié oubliée, un ruban de béton fissuré bordé de squelettes de bouleaux qui luisaient d'un bleu cendré d'avant l'aube. De l'humidité s'échappait du capot encore chaud, serpentant sur le pare-brise jusqu'à donner l'impression que l'escalade elle-même soupirait. Sarah gardait son poignet cabossé incliné sous l'éclairage du tableau de bord, observant les statistiques d'oxygène de Milo se mettre à jour par palier saccadé, 76% de saturation, descendant comme un robinet qui fuit.
43 heures de fonctionnement du générateur, le dernier Powerwall avalant l'ampérage à un rythme hospitalier. Elle imaginait la petite main de son fils tendue vers l'embout buccal de l'inhalateur, les infirmières murmurant « Tu vas bien, ma puce », tandis que le service murmurait des moniteurs mourants. Chaque chiffre sur l'écran lui donnait l'impression d'un pouce pressé contre sa trachée. Jax conduisait avec une sorte de silence sacré, le volant bougeant à peine sous ses doigts calleux. De temps à autre, il marmonnait des pourcentages de couple, des températures de batterie, mais cela ressemblait plus à une prière qu'à des paroles d'ingénieur. Frère Thomas fredonnait sur la banquette arrière, démontant et remontant un pistolet simple action dans l'obscurité et citant Isaïe à propos des épées transformées en socs de charrue ou une ironie si forte que Sarah en sentait presque le goût métallique. Lorsqu'ils traversèrent le comté de Monroe, le ciel était devenu un bleu couleur de bourse et l'air sentait la pourriture du lac. Ils passèrent devant un garage BMW abandonné dont la façade avait été transformée en panneau d'affichage pour les réfugiés, des flèches à la bombe de peinture pointaient vers le nord des zones sur Mythique, et vers le sud, des marchés de troc supposés. Quelqu'un avait tagué un énorme swoosh Nike sur toute la fenêtre du deuxième étage. En dessous, en rose fluo, était griffonné « Courez plus vite que la peur ». Sarah murmura ces mots tandis qu'il passait, sa voix trop faible pour être entendue par-dessus le ronronnement des moteurs. Le dernier superchargeur viable se trouvait dans le parking d'un centre commercial près d'Ann Arbor, une installation Tesla qui aspirait autrefois les SUV de luxe pour les matchs de football américain du week-end. Aujourd'hui, le centre commercial n'était plus qu'un temple creux d'un commerce disparu. Des publicités Jack Daniels se détachaient des murs, à côté d'enseignes Louis Vuitton mouchetées de moisissures et de bornes PayPal défoncées. Des panneaux solaires alimentaient encore au compte-gouttes une unique armoire fonctionnelle, gardée par une équipe de jeunes diplômés portant des protections de hockey dépareillées et des casques de moto BMW modernisés. Leur capitaine se faisait appeler Z, un gamin dégingandé portant une Louisville Slugger reliée à un aiguillon à bétail. Z voulait échanger des kilowattheures contre des médicaments antiviraux. Sarah les aurait donnés, et elle voulait sauver tout le monde. Mais les caisses de ravitaillement étaient presque vides, les sièges arrière de la Cadillac remplis jusqu'au plafond de seulement ce dont les enfants de Détroit avaient besoin pour continuer à respirer. Elle proposa à la place le lecteur de données la télémétrie du choléra valant plus cher que des antibiotiques à long terme. Z plissa les yeux, évaluant la situation, la connaissance avait un poids différent ces temps-ci. Il accepta, agitant la batte en un grand arc de cercle et ordonnant à son équipe de brancher 50 kWh sans incident. Pendant qu'ils attendaient, Sarah flottait dans le silence spectral de l'aire de restauration. Des palmiers en plastique ployés sous la poussière, une bande signalétique CVS lettres rouges sur fond blanc en pendait à un angle précaire, telle une mâchoire disloquée en plein discours. Derrière les barreaux des volets se trouvaient des allées toujours étiquetées pour les sirops contre la toux et les vitamines prénatales, mais réduites à l'état de squelette métallique. Elle ferma les yeux, tendant l'oreille au bruit fantomatique des scanners de prix. Rien, seulement le sifflement lointain des câbles de charge alimentant en lithium des poumons désespérés. De retour à la Cadillac, elle trouva frère Thomas en train de baptiser le pare-choc avant d'un trait de liquide de refroidissement recyclé, murmurant que même les miracles nécessitaient un entretien. Jacques signala une charge à 97%, idéale pour le sprint final. Ils partirent, moteur vrombissant, tandis que l'aube se déployait sur l'autoroute comme du linge frais imbibé d'orange sanguine. À la sortie d'Ypsilanti, un convoi apparut dans le rétroviseur, 3 Humvee noirs mat, frappés de l'aigle de la force de restauration de la liberté, filant à 130 km/h, leur tourelle scintillante. Le pouls de Sarah s'accéléra. S'il débarque un tracker, on est foutu, dit-elle. Jacques écrasa l'accélérateur, l'escalade fonça en avant avec une fureur silencieuse, le couple électrique arrachant les miettes d'asphalte. Frère Thomas franchit le toit ouvrant, se calant contre le cisaillement du vent, son pistolet braqué sur la ligne de toit. Les premiers tirs furent des arcs de lumière traçante verte, rongeant les réflecteurs des voies. Sarah serra l'inhalateur de Milo, son talisman, puis plongea les doigts sous le siège et arracha la flasque de Jack Daniels remplie d'éthanol. Elle ouvrit le bouchon, jeta le liquide dans un chiffon, et frère Thomas, comprenant instantanément, baissa un briquet accroché à sa Bible. Une flamme bleu néon jaillit. Elle jeta le chiffon par la fenêtre, le vent emporta la torche sur le pare-brise du Humvee de tête. Une seconde plus tard, le Humvee pivota sur le côté, aveuglé, percutant son partenaire dans une cacophonie de plaques de blindage et de grincements d'essieux. Le troisième véhicule freina brusquement, la tourelle pivota, mais Jacques propulsa la Cadillac sur une rampe de sortie, dans un couloir industriel d'entrepôt et de dépôt d'expédition. Ils fonçaient à travers une clôture flexible, leur moteur ronronnant sur des éclats de verre.
Jax coupa complètement le courant de pâté de maison plus loin, ils filèrent derrière une pile de conteneurs rouillés. Un silence pesant les enveloppait. Au loin, les moteurs tournaient au ralenti, puis s'éteignirent. LRF, peu désireux de fouiller un labyrinthe d'usines désaffectées, retourna sur l'autoroute. Le pouls de Sarah se stabilisa peu à peu. Frère Thomas se glissa à travers le toit ouvrant, les yeux brillants. Heureux les esprits vifs, dit-il en s'asseyant avec un grognement. Jax sourit sans humour. On a brûlé une pièce de 25 cents en faisant ce coup. Ça suffit, répondit Sarah. Il reste 110 miles. On peut faire la moitié du chemin en restant sur les anciennes voies. Il naviguait vers le nord, le long de pistes rouillées, cernées de broussailles. De temps à autre, il heurtait des traverses bouclées, chaque impact faisant vibrer des caisses. Le soleil du milieu de matinée perçait le feuillage, peignant l'intérieur de la Cadillac de mosaïques de feuilles scintillantes. Frère Thomas somnolait, le pistolet sur les genoux, les lèvres s'agitant dans un silence de prière. Les jointures de Jax blanchissaient sur le volant, la fatigue transparaissait enfin à travers son calme taché de graisse. Aux abords de Dearborn, ils tombèrent sur le piqueté wall où des milliers d'ouvriers de l'automobile au chômage, devenus furieux et protestants contre les tarifs douaniers, formant désormais une communauté armée à cheval sur Michigan Avenue. Ils portaient des armures de fortune ornées de logos syndicaux vieux de plusieurs décennies. Des trébuchets de fortune montaient la garde, lançant des disques de freins usagés sur tout véhicule assez audacieux pour s'approcher. Sarah sortit seule de la Cadillac, les mains levées. Elle se retrouva face à un mur d'hommes et de femmes dont la vie avait été forgée à Ford Rouge, des ouvriers qui voyaient en sa Cadillac un symbole de la trahison de l'entreprise. Une centaine d'enfants suffoquent à Détroit, merci, dit-elle d'une voix rauque. J'ai les médicaments dont ils ont besoin. Laissez-nous passer. Un contremaître costaud, vêtu d'une tenue syndicale tachée, s'avança, un pied de biche à la main. Les droits de douane ont anéanti nos retraites. Pourquoi vos enfants devraient-ils respirer si les nôtres meurent de faim? La gorge de Sarah tremblait. Elle fouilla dans son sac et en sortit l'inhalateur de secours de Milo. Elle le posa sur l'asphalte entre eux. Mon fils en a besoin. Mais je t'en donne un pour chaque mètre 50 de route dégagée. Il nous en reste 27. Un murmure parcourut la foule. Aucune mère ne troque à la légère le souffle de son enfant, l'authenticité était palpable. Le contremaître hocha la tête. Les piqueteurs écartèrent les barricades. Sarah revint précipitamment, ordonnant à Jax d'avancer doucement tout en distribuant des inhalateurs aux familles qui bordaient le chemin, chaque échange lui donnant un coup de poignard dans les côtes. 10 inhalateurs en moins, ils dépassèrent le dernier trébuchet. À l'intérieur de la voiture, frère Thomas regarda Sarah avec un respect nouveau et solennel. « Il n'y a pas de plus grand amour pour une femme, murmura-t-il. » Elle ne répondit pas. Ses calculs étaient frénétiques, 17 inhalateurs sacrifiés, ce qui suffirait encore pour Détroit si la distribution était précise. Si. 1 heure plus tard, l'horizon se matérialisait, la couronne déchiquetée de Détroit se dressait sous la chaleur scintillante, de nombreuses tours étaient sombres, d'autres scintillaient là où des panneaux solaires non autorisés captaient le soleil de l'après-midi. Des colonnes de fumée flottaient au-dessus des berges où des milices, prétendument soutenues par la Russie, surveillaient les ports. Pourtant, malgré les ruines, la ville paraissait presque tendre à Sarah, telle une mère battue attendant son enfant prodigue sur le perron. Ils s'approchèrent de Merci par des ruelles bordées de magasins Nike fermés et de cliniques CVS à moitié effondrées. Les enfants du quartier se faufilaient à travers les nids de poules, brandissant des pistolets et scandant des slogans. Lorsque l'escalade arriva sur le campus de l'hôpital, les gaz d'échappement des générateurs se mêlèrent aux fleurs d'hortensia qui poussaient entre les fissures des trottoirs, un parfum surréaliste de diesel et de printemps. L'infirmière Ortega se précipita dehors, les yeux exorbités. Milo tient bon, mais à peine. Le seuil de CO sonne toutes les heures. Ils chargèrent les caisses dans des chariots roulants, les infirmières grouillant comme des fourmis vêtues de blanc. Jax coordonna le déchargement tandis que Sarah se précipitait vers la pédiatrie. Elle trouva Milo lové dans un nid de couverture sous une écharpe Louis Vuitton délavée, la tentative d'Ortega de le réconforter. Son visage était d'une nuance gris lavande troublante. Il ouvrit grand les paupières, les pupilles dilatées et brillantes. « Maman » halta-t-il. Ce seul mot semblait avoir traversé 2 continents. Sarah ouvrit brusquement un nouvel inhalateur, positionna le masque et pressa. Un léger nuage siffla, blanc comme le pardon. Milo inspira, toussa, inspira de nouveau. La couleur reprit ses joues trop petites pour contenir tant de courage.
Sarah compta les battements, 1 éléphant, 2 éléphants. Sa poitrine se souleva plus lisse, plus profonde. Elle s'affaissa à côté de lui, le front appuyé contre sa petite épaule, tandis que des sanglots silencieux la secouaient. Dehors, le chaos régnait, la renommée du couloir s'accumulait, les parents pleuraient, la sécurité s'efforçait de contenir les nouveaux attroupements. Frère Thomas se tenait dans le hall, récitant des hymnes au-dessus des cartons, tandis que les bénévoles formaient des lignes de saut vers l'unité de soins intensifs. Jacques s'effondra sur un chariot de ravitaillement, les yeux clos, le visage maculé de graisse tourné vers les néons comme s'ils étaient des étoiles d'été. Mais la victoire fut de courte durée. Le docteur Abramowitz, chef de service, coinça Sarah 1 heure plus tard. « Vos médicaments nous font gagner peut-être 4 semaines. » Et ensuite, il lui tendit un document imprimé, un recensement d'urgence des enfants sous respirateur artificiel dans la région des 3 comtés. Les chiffres défilèrent comme un cauchemar. Sarah fixa le ciel, l'échine déjà parcourue par la terrible réponse qu'elle connaissait depuis le passage d'Ann Arbor. Le corridor n'était pas un voyage unique. Il devait devenir un courant sanguin traversant un continent déterminé à coaguler. Ligne de ravitaillement, cache, conducteur ou une artère souterraine fournissant de l'air là où les tarifs l'avaient aspiré. Elle se dirigea vers le poste d'ambulance où la Cadillac tournait au ralenti, panneau cabossé, pare-brise fissuré comme une toile d'araignée, mais la conduite silencieuse restait stable. Jacques s'y appuya, une cigarette éteinte entre les lèvres. Il haussa un sourcil. « Je me doutais que tu aimerais la mettre à la casse pour la récupérer. »« Pas encore, » répondit Sarah. Elle scruta l'horizon, traînée de fumée, reflets solaires, tourbillons de drones. L'Amérique se cannibalisait, mais les artères pouvaient être reconstruites. Les enfants de Toledo ont besoin de phénobarbital. Cincinnati n'a plus de perfusion. On connaît la route maintenant, Jacques. On peut cartographier davantage. On peut former des équipages. Jacques expira, une fumée imaginaire s'échappant. Tu te rends compte que la LRF va doubler ses primes? Trump pourrait nous accuser de profit de guerre et nous traiter de contrebandiers. Sarah haussa les épaules, l'épuisement et la dureté mêlés. Ils peuvent nous appeler comme ils veulent. Mon fils m'a appelé maman aujourd'hui. C'est le seul titre dont j'ai besoin. Frère Thomas s'avança et toucha le pli de balle sur le pare-choc. Amen, dit-il. Le couloir des vivants devient le couloir des survivants. Peut-être un jour le couloir des prospères. Sarah afficha un sourire las. D'abord, on fait le plein. Ensuite, on roule. Au loin, un camion avec haut-parleur diffusait la propagande présidentielle, droit de douane efficace, l'Amérique d'abord, victoire imminente. Mais sous l'auvent du quai de chargement, une douzaine de bénévoles hissaient des caisses, marquant les destinations de symboles de mains ouvertes peints à la bombe l'icône née dans un showroom Cadillac, lors d'une nuit d'impossible résolution. Les moteurs vrombissaient. Les cartes se dépliaient. Un autre convoi se préparait à percer l'obscurité. Le voyant de batterie de l'escalade d'origine sonna à plein régime. Sarah reprit le volant, le cœur battant comme un oiseau épuisé, mais pourtant envolé. Elle regarda la route derrière le portail, défoncée, piégée, affamée. Puis elle roula en avant, phares éteints, savourant l'aube. Les semaines grises qui suivirent donnèrent l'impression que quelqu'un avait soulevé la ville, secoué tout ce qui était mou et reposé sa carcasse déchiquetée sur un plateau tournant. Sarah dormait à peine. Quand elle dormait, ses rêves de Milo respirant librement se réduisaient à des coupures éclairs de conduite de carburant crachant du feu, de trébuchets syndicaux lançant des disques de frein, de l'aigle de la force de restauration de la liberté surgissant d'une aube métallique. Pourtant, chaque matin, elle enfilait une blouse tachée de graisse et boitait jusqu'au showroom Cadillac reconverti au rebaptisé Dispatch Cathédrale où les écrans cartographiques bourdonnaient, les radios sifflaient et les volontaires en veste Nike récupérés faisaient la queue pour des missions. Le corridor s'était transformé, passant d'une course effrénée à un réseau d'artères. Ce qui avait commencé par 2 escalades cabossées et un brouilleur BMW improvisé comptait désormais 13 véhicules, 6 Cadillacs silencieuses, 3 Cybertrucks Tesla recablés pour fonctionner avec des palettes Powerwall interchangeables, 2 anciennes motos BMW de police équipées de sacoches à film solaire et, parce que l'ironie aimait encore les courageux, une Ford F-150 vintage peinte en rouge révolutionnaire avec une bâche Louis Vuitton tendue sur le plateau pour protéger les caisses de perfusion des rayons X des drones. Quelqu'un avait peint à la bombe une main ouverte blanche sur chaque capot et avait baptisé l'emblème, ligne DEVIE. Les enfants le dessinaient sur les trottoirs,
Une salutation secrète, les adultes le gravaient sur les bornes PayPal dont les écrans tactiles servaient désormais de panneaux d'affichage. Mais la notoriété engendrait des prédateurs. Les briefings du soir du président Trump, diffusés depuis une roseraie barricadée sous des projecteurs suffisamment puissants pour couvrir le scintillement du prompteur, qualifiaient Lifeline de « cartel illégal de fraude douanière » et promettaient de « promptes conséquences patriotiques ». La Liberty Restoration Force, avide de plus grosses primes, se rebaptisa Opération Patriot Net et déploya des drones de chasse basés sur Tesla, achetés sur des serveurs du marché noir. Elon Musk, dont on disait qu'il était prisonnier d'un complexe technologique de Pékin un jour et qu'il était le cerveau d'une constellation Starlink clandestine le lendemain, devint un fantôme caché dans le code. Certaines nuits, Sarah jurait le sentir l'observer à travers les Skynet, inclinant les satellites de 12 degrés juste pour maintenir un couloir à l'ombre suffisamment longtemps pour permettre à ses convois de s'y faufiler. L'étage pédiatrique du détroit Merci s'est stabilisé à un véritable miracle mais la prolifération du choléra le long du Mississippi s'est transformée en véritable épidémie. Le docteur Abramowitz a livré une sacoche de culture de sel et a crié par-dessus le vacarme des générateurs, si Saint-Louis tombe, Cincinnati s'écroulera ensuite, et tout cet intérieur étranglé par les tarifs douaniers deviendra médiéval. L'équipe de cartographie a donc planifié le trajet le plus long jamais réalisé, de Détroit à Saint-Louis et retour, 900 000 sinueux à travers des embranchements ferroviaires, des lits de canaux asséchés et un pôle de batterie à mi-parcours caché dans une usine de distribution de Jack Daniels abandonnée près de Vincennes, dans l'Indiana. Des fûts de whisky autrefois destinés aux bars sportifs gisaient fissurés comme d'énormes œufs, mais le toit solaire pulsait encore. Assez de kilowattheures pour échanger 15 véhicules 2 fois. La veille du départ, Sarah se tenait dans la lueur des vapeurs de mercure de la cathédrale, traçant les lignes du nouveau couloir d'un doigt tremblant. Jacques se pencha par-dessus son épaule, la voix sèche. « Tu as effectué 8 missions en 32 jours. Les calculs indiquent que tu seras à court de toi avant d'être à court de lingettes au benzalconium. » Elle a failli rire. Dans un autre contexte, je serais en train de chasser les bonnes affaires du Black Friday chez CVS. Dans cette chronologie, le président tweetait des spoilers de télé-réalité au lieu d'ultimatum sur la guerre commerciale. Il fouilla dans une caisse de munitions et en sortit une demi-pinte de Jack Daniels authentique, rationnée uniquement pour le médecin-chef. On ne balance pas ça sur des Humvee. Une gorgée, on dort 3 heures, et on redevient le moteur. Ils partirent au crépuscule civil sous une fine bruine aussi fine que de la fumée de soudure. 10 véhicules cette fois, 4 Cadillacs remplis de sel de réhydratation, 2 camions Tesla réfrigérés pour la glace des vaccins, 3 motos BMW en éclaireur, et frère Thomas aux commandes du vieil Escalade, la Bible scotchée au tableau de bord, là où se trouvait autrefois un airbag. Milo, petit mais plus féroce, insista pour remettre à sa mère un dessin de poche avant de monter à bord, des pick-up en forme de bonhomme allumette avec le symbole Lifeline sautant par-dessus des mines de dessins animés. « Conduis sur les points dangereux », dit-il gravement. Elle embrassa le sommet de ses cheveux et promit. Ils descendirent le long de l'Ohio, leurs pneus mâchant le goudron givré. Près de Lima, le convoi longea une ferme de serveurs PayPal devenue incontrôlable. Le vent fouettait les tours de refroidissement détruites, des millions de comptes gelés continuaient de fonctionner dans des silos en acier. Patriot Net y avait déployé une brigade de crypto-skimming, mais les brouilleurs de Sarah avaient piraté leur réseau RFID suffisamment longtemps pour que le convoi passe inaperçu. Au crépuscule, ils filèrent sous une signalisation routière décrépite, les tarifs des Trump signifient des emplois pour l'Amérique. Quelqu'un avait tagué dessous, et des tombes pour les autres. Frère Thomas baissa la tête. En traversant l'Indiana, le ciel s'est fissuré, un blizzard a effet lac déferlé vers le sud comme un drap jeté. Visibilité nulle. Jacques a éteint les lumières extérieures, le lidar les a guidés le long de tranchées de fibres optiques abandonnées dont les bobines de câbles dégageaient encore une chaleur résiduelle, déroutant les drones thermiques. La neige étouffait le sifflement des moteurs, le monde est devenu une pellicule en noir et blanc où seules les gélatines du tableau de bord brillaient faiblement de néon. À 800 mètres de l'usine de whisky de Vincennes, ils découvrirent le nouveau truc de Patriot Net, des robots sentinelles Tesla détournés à distance, récupérés dans les salles d'exposition. 8 d'entre eux, noirs mat, sans logo, des patins à 4 roues pivotant avec une grasse étrange de ballerine, chacun armé de canons à bobines récupérés dans les stocks de sécurité de Walmart. Le radar avant de Sarah hurla, elle cria « manœuvre de boîte » par radio. Les Cadillacs formaient un carré, avec des cybertrucs à l'intérieur. Frère Thomas actionna les disjoncteurs du prototype de Canon IEM que Jacques avait fabriqué à partir de vieilles bobines d'allumage de Cadillac et de chutes de papier aluminium. Au signal de Sarah, il déclencha la première impulsion.
Une vague bleue silencieuse jaillit. Les 3 premiers robots se bloquèrent, explosèrent comme des petites voitures jetées dans un four, le plastique fuma, les canons à bobines crachèrent des étincelles. Mais les 5 autres traversèrent le sillage électromagnétique indemne, Patriot.net les avait isolés. Ils ouvrirent le feu, des fléchettes en tungstène déchirant le capot de la Cadillac de plomb. Les alarmes de batterie hurlèrent, le liquide de refroidissement gicla comme du sang de néon. Sarah fit marche arrière, manquant de peu de percuter une Tesla. Une fléchette transperça son rétroviseur, une autre la Bible de frère Thomas, s'arrêtant à Exodus. Puis Jax déboula sur une BMW, mitraillant avec un marqueur de paintball en bandoulière, chargé de fusées éclairantes et de fumigènes. Il tourna autour des robots, projetant des éclaboussures violettes luminescentes qui obscurcissaient les optiques de visée. Les robots vrombissaient, confus. Une deuxième impulsion IEM se déclencha. Les autres se figèrent en plein pivot, s'écroulant comme des statues déracinées par la Révolution. Le silence revint sous le blizzard, seulement interrompu par l'inspiration saccadée de Sarah. Ils retirèrent des carcasses de la route, débarrassèrent la batterie endommagée de la Cadillac de tête avec des câbles de démarrage et entrèrent péniblement dans l'usine Jack Daniels. À l'intérieur, l'odeur du chêne calciné et de la créosote hivernale se mêlait comme un encens interdit. Les panneaux solaires continuaient d'alimenter les chariots élévateurs que Jax avait transformés en chargeurs roulants. Pendant que les batteries buvaient, des bénévoles extrayaient les enroulements de cuivre des alambics cassés pour souder de nouveaux blindages IEM. Sarah stérilisa les fléchettes sur sa porte avec un reste de whisky ironique, mais antiseptique. À l'aube, ils roulèrent à nouveau vers le sud, mais les grésillements radio de Patriot.net reprirent. Ils avaient tracé la signature d'impulsion, triangulé l'interception pour terre haute. Sarah fit le calcul, s'engager à nouveau sur l'autoroute et risquer des pertes totales, ou filer vers l'ouest le long des digues de la rivière Wabash, où des embâcles forçaient les convois à rouler à toute allure, mais où les camions-drones ne pouvaient pas suivre. C'était la rivière. Toute la matinée, ils rampèrent, leurs roues électriques grinçant sur le limon gelé, les cadavres des conteneurs jonchaient la plaine inondable tels des léviathans échoués. Frère Thomas citait Noé avec une pointe d'ironie, Sarah se concentrait sur les statistiques d'oxygène de Milo qui s'affichaient discrètement derrière ses paupières. En milieu d'après-midi, des essaims de drones les encerclaient de toute façon au Patriot.net avait la supériorité aérienne. Sarah joua donc sa dernière carte. Elle ordonna à la Cadillac numéro 3, celle dotée de longerons de châssis redondants, de larguer sa cargaison et d'accélérer directement sur la digue, comme l'heure. Tasha, la conductrice bénévole, une pharmacienne de CVS qui avait perdu ses 2 parents à cause d'une pénurie de médicaments, salua une fois puis accéléra. La Cadillac fendit le brouillard de neige, d'un blanc éclatant, attirant les drones comme des papillons de nuit. À 8 km, un missile perça sa batterie arrière, une boule de feu de magnésium s'épanouit silencieusement dans l'air raréfié de l'hiver. Le sacrifice de Tasha creusa un trou suffisamment large pour que les 9 véhicules restants puissent se faufiler entre les arbres et disparaître. Ils atteignirent Saint-Louis sous un crépuscule rougeâtre et brisé. La Gateway Arch brillait comme un bréchet squelettique sur fond de nuages d'orage, les eaux de crue clapotant à ses pieds, là où les baraques de réfugiés s'accrochaient à leurs montants métalliques. Des camps de choléra encerclaient les stades du centre-ville, les générateurs gémissaient comme du bétail blessé. Lorsque Lifeline arriva, une vague de médecins aux yeux creux les accueillit avec le soulagement stupéfait de prisonniers apercevant des parachutes. Les selles de réhydratation disparurent dans des rangées de poches de perfusion, le brouillard de vaccins siffla sur des bambins tremblants. Sarah cousait, prélevait des tampons, encadrait, se déplaçant au triage comme une femme sous l'eau, chaque action propulsée par une grâce cinétique empruntée. La nouvelle de l'arrivée du convoi se répandit en amont plus vite que le fleuve. En quelques heures, Kansas City diffusa des remerciements sur une radio pirate, Memphis promit des abris. Les hashtags fleurirent sur les miroirs Twitter désaffectés, #Corridor for Life, #Tarif Teardown. Même à la Maison-Blanche, des employés évoquèrent que Donald Trump avait brisé un verre en cristal en entendant l'atterrissage de Lifeline à Saint-Louis. Il ordonna au Trésor de geler les avoirs bancaires de tout citoyen participant à la générosité de la contrebande. PayPal, ressuscité par décret fédéral d'urgence, imposa une mise à jour forcée bloquant les transferts vers les codes postaux situés le long du corridor. Les activistes réagirent en publiant du code open source transformant les systèmes d'infodivertissement obsolètes de BMW en relais du Darknet. En 24 heures, le corridor bourdonna d'un trafic crypté. Mais le voyage du retour se profilait, plus de 800 km de route à parcourir, ne transportant que des nerfs cicatriciels et un unique emblème de capot de Cadillac fissuré en mémoire de Tasha.
les renseignements routiers avaient averti que PatriotNet s'était repositionné sur Fort Wayne, scellant les voies ferrées évidentes. Sarah avait convoqué un conseil de minuit dans une boutique Louis Vuitton abandonnée, en face du Busch Stadium. Les étagères qui abritaient autrefois des sacs à main à $2000 abritaient désormais des caisses de nitrate d'ammonium et des rouleaux de ruban adhésif médical. Le nord, c'est le suicide, marmonna Jax autour d'un fer à souder. L'est, c'est miné. On y va. Pourquoi, a demandé un volontaire. Sarah désigna la carte, l'étendue gelée du lac Erie scintillait comme une lame de verre. Une ligne droite de Sandusky à la route de glace de Windsor. Le Canada est toujours sous embargo, mais le corps infirmier l'a au stock des bronchodilatateurs. On les retrouve au centre du lac, on échange la cargaison contre des piles à combustible, et on fait une boucle jusqu'à Détroit par le nord. Frère Thomas se signa. Cette glace ne supportera pas une Tesla. Il supportera les Cadillacs à transmission silencieuse réduite à leur poids squelette, répondit Sarah. On perd un camion, on perd un camion. On perd les jeunes de Détroit, on perd tout. Personne ne protesta. Ils reprirent leurs bagages, seulement des médicaments, des couvertures solaires légères et des briques d'hydrogène comprimé récupérées dans des épaves de BMW hybrides. À l'aube suivante, les drones de surveillance PatriotNet envahissaient les autoroutes, mais les convois Lifeline filaient déjà vers le nord-est, rasant le gravier du comté où les traces de pneus disparaissaient sous la neige fraîche. 2 jours plus tard, ils arrivèrent aux ruines de Sandusky, phares éteints, le vent du lac hurlant comme un loup. La plaine de glace miroitait sous un quartier de lune, fissuré par des failles qui gémissaient à chaque rafale. Le souffle de Sarah s'échappait de la cabine, le chauffage était sacrifié aux économies d'énergie. Jax fixa des crampons à neige sur les pneus moteurs, une centaine de boulons cliquetant comme des castagnettes. À minuit, ils s'avancèrent lentement sur le lac Erie, la glace de 30 cm fléchissant sous des charges de 2 tonnes. La température avoisinait les -14 degrés, les calculs indiquaient qu'il leur restait 3 heures avant que des microfractures ne se propagent. À mi-chemin, des queues de comètes de condensation révélaient un mouvement entrant, 3 camions-neige canadiens arborant des panneaux à croix rouge, escortés de motoneiges bombardiers musclés pilotés par des médecins de Royal Ontario. Lorsque les camions-neige freinèrent, la glace se fendit, mais un bond. L'échange était un balai. Lifeline glissa des caisses de vaccins, des clés USB pour le choléra, l'emblème fêlé de Cadillac pour porter chance. Le Canada passa des kits de nébulisation palettisés, des inhalateurs fraîchement imprimés, 20 cellules Tesla chargées à Niagara Hydro. Une infirmière canadienne, les yeux exorbités par ses lunettes renforcées de NF, glissa un bonbon au sirop d'érable dans la paume de Sarah. Pour Milo, murmura-t-elle à travers ses masques. Sarah tenta de la remercier, mais un sanglot soudain la serra dans ses poumons, les mots restèrent bloqués. Ils se séparèrent rapidement. Du côté américain, un drone PatriotNet hurla à basse altitude, à tête chercheuse, la glace se fendit sous son bang sonique. Jax écrasa les Cadillacs, les pneus cloutés agrippant le cristal. Un missile de drone frappe à l'arrière, la fissure filant comme l'éclair vers le véhicule de queue. Frère Thomas, aux commandes de l'ancre, mitrailla latéralement, coupant le passage de la fissure, gagnant des secondes pour les voitures de tête. Son escalade sombra dans l'eau noire, ses feux arrière d'un rouge infernal tandis qu'il coulait. La radio crépita un dernier fragment d'écriture avant le silence. Sarah se mordit les jointures jusqu'au sang, sans jamais ralentir. Les véhicules restants touchèrent le rivage à l'aube. La banlieue et de Détroit était le théâtre d'escarmouches incessantes, mais le convoi filait à travers des dédales de ruelles cartographiées par des coursiers à vélo. L'infirmière Ortega attendait, Milo emmitouflé dans une couverture Nike rapiécée, les joues plus roses que 15 jours plus tôt. Il agita fièrement le bonbon à l'érable. Sarah lui tendit un inhalateur tout neuf, tout juste sorti d'une imprimerie canadienne. Le sifflement de la première bouffée résonna comme un coup de tonnerre dans son cœur. La rumeur de la course du lac a enflammé les réseaux clandestins. Lifeline n'est pas devenu un simple corridor, mais une philosophie à un refus. Des producteurs de blé du Kansas ont annoncé qu'ils labouraient des pistes gelées pour le largage de médicaments par drone. Des résistants de la Silicon Valley ont percé le nouveau pare-feu de PayPal, redirigeant des fonds via des registres Bitcoin orphelins, minés sur des plateformes de jeux orphelines. À New York, des ouvriers du textile ont tissé des fragments de Louis Vuitton par balle pour en faire des gilets pédiatriques estampillés de mains blanches ouvertes. Même des ingénieurs de BMW, à l'intérieur d'usines capturées, ont divulgué des schémas pour des mises à niveau de systèmes de transmission silencieuse par temps froid. Des artères humaines ont repoussé dans l'obscurité.
à l'intérieur de la cathédrale Dispatch, désormais entourée de sacs de sable et de tours de l'étuse hydroponique, Sarah a accroché une nouvelle carte au mur, des itinéraires en treillis s'étendant jusqu'aux Carolines et au cœur du Dakota, pays de la fracturation hydraulique. Jax a bricolé un drone Patriot net abattu, recablant son guidage pour suivre les transpondeurs Lifeline. Milo, assis en tailleur par terre, dessinait de nouveaux convois en bonhomme allumette, des camions neige, des cybercamions, des hélicoptères larguant des colis de soins au logo Nike. Il fredonnait une berceuse fausse dont il se souvenait à peine de l'ancien monde. Un discours présidentiel crépité d'un radioamateur portable, Donald Trump tenait à propos de « médecins traîtres » et de « justice douanière », promettant des postes de contrôle blindés sur chaque autoroute. Les gens écoutaient à peine. Ils étaient occupés à souder, coder, coudre, cultiver, conduire. Les droits de douane pouvaient isoler une nation, ils ne pouvaient étouffer une impulsion une fois qu'elle avait appris à se réorienter. Cette nuit-là, Sarah grimpa sur le capot cabossé de la Cadillac, contempla un horizon fraîchement parsemé d'éoliennes illégales tournoyant comme des prières silencieuses. Elle sentit une légère odeur de Jack Daniels provenant d'une station de nettoyage de plaie voisine, entendit des rires d'enfants résonner entre les carcasses des tours éventrées et, pour la première fois depuis l'arrêté d'avril, elle se laissa aller à croire que le pays valait peut-être encore la peine de se battre. En bas, les moteurs chauffaient au ralenti, prêts pour les départs à l'aube, vers le sud, l'est, l'ouest, le souffle dans leurs poumons d'acier. Elle se glissa au volant, le dessin de Milo scotché au tableau de bord, et ferma la portière. Dehors, l'emblème de la main ouverte reflétait le clair de lune ou une forme pâle sur fond d'obscurité infinie, mais reconnaissable entre mille et en expansion.